Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. La rentrée des classes ce mercredi à Grand Médine, l'école élémentaire est sous l'occupation d'une dizaine de familles sinistrées des inondations. Sur les 5 classes qui servaient de dortoir, les 3 ont été libérées et les autres restent donc occupées car les familles n'ont pas encore où loger et une situation qui risque de retarder le concept Oubitey à Dianguetey et le comité de gestion très sensible tire sur la sonnette d'alarme. C'est un reportage d'Alassane Baldé, Abdoulaye Diagne. Dianguetey risque de ne pas pouvoir se faire à l'école élémentaire de Grand Médine. À l'origine, l'occupation de quelques classes par des familles sinistrées de la localité. Bon, nous à Grand Médine, pour l'instant, on a ce problème-là. Tombé sur Dakar, la forte pluie tombée sur Dakar ces derniers temps-ci. On a pris nos responsabilités en tant que père de famille, en tant que président comité de gestion pour les loger dans cette école-là. Bon, à peine il y avait 5 classes occupées par ces sinistrés. Mais depuis hier, on peine à sortir les familles restantes. Sur les 11 familles casées dans l'école, 7 ont dû libérer les classes. Les autres ont du mal à sortir, même s'ils comprennent parfaitement l'enjeu. Nous sommes 4 familles. Les 4 familles, il y a c'est une complètement. Même nous, amuñ fuñ teud amuñ sax matelas bi nga xamné sax mom lañuy teud ñun waxuñu sax dégâts yi nga xamné mom mo yaqku kër ga parce que fex nañ ba défar ko mais la moindre des choses moy parce que nit xana bala mo nek à l'aise il faut mo am fu mu wër bopam. Face à cette situation, les autorités sont interpellées pour un soutien matériel à ces familles. Alors que c'est des enfants qui doivent venir à l'école, c'est des nouveaux inscrits qui sont là, qui doivent faire les CI. Donc vraiment, c'est une situation catastrophique. Bon, nous interpellons tous les responsables qui peuvent faire quelque chose pour nous aider dans cette situation-là. Malgré ces quelques impairs notés, la rentrée se prépare pour autant activement, aussi bien du côté des élèves que du corps professoral, même s'il faut un peu de temps pour remettre de l'ordre dans les salles. Alassane Baldé, donc rentrée des classes mercredi, une rentrée qui hante le sommeil des parents d'élèves qui avancent que leurs enfants n'ont pas encore été inscrits à l'école. Selon les parents d'élèves, la fête de Tabaski est passée par là. Ainsi, ils demandent au ministère de l'Éducation de repousser la rentrée scolaire. C'est un reportage de Gourandaklo et Babacar Soumaré. Prévu ce mercredi, la rentrée des classes hante le sommeil de certains parents d'élèves qui soutiennent ne pas avoir encore inscrit leurs enfants à l'école. J'ai pas encore inscrit mes enfants à l'école car on vient juste de dépasser les événements de la Tabaski. En ce moment, nous n'avons plus d'argent. Ainsi, inscrire ses enfants et acheter des fournitures scolaires est devenu un lourd fardeau pour cette mère de famille qui exprime son désarroi. Si c'est une mère de famille sans soutien, ça va être très dur. Actuellement, c'est la dèche. Vraiment, c'est difficile. Malgré les perturbations annoncées, ce parent d'élève invitait l'État à repousser la date de la rentrée des classes. On vient tout juste de célébrer la Tabaski, donc l'État devrait renvoyer la date de la rentrée des classes pour nous permettre de souffler un peu. En dépit du démarrage de l'année scolaire 2015-2016 qui est prévu ce mercredi, certains établissements scolaires n'ont pas encore noté un nombre important d'élèves inscrits. Merci à Gourandaklo. Parlons de tout à fait autre chose, la gouvernance des ressources naturelles de l'Afrique, une approche libérale, et les députés du Sénégal ont réfléchi sur le thème hier à Dakar avec l'association des PAC, Alliance des libres, hauts et démocrates pour l'Europe, le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes. Les différentes propositions dans ce compte rendu de Aminata Dramé et Brafa. Les ressources naturelles étant un atout pour le continent africain, les parlementaires se sont réunis pour échanger sur comment faire pour permettre aux Africains d'en tirer profit. Nous pensons que la meilleure manière pour faire donc des ressources naturelles un levier de transformation économique et sociale en Afrique, c'est la bonne gouvernance. Faire de telle sorte que les ressources naturelles cessent tout simplement des moyens pour prélever des taxes. Selon le député Mamoudou Diagne Fada, il est important de mettre en place un code général des ressources naturelles pour une meilleure gestion de l'environnement. Je considère qu'un code général des ressources naturelles nous permettrait d'éviter les conflits de compétences, nous permettrait aussi
d'harmoniser les positions au niveau de l'État et naturellement cela aboutirait à une meilleure gestion de l'environnement dans notre pays. J'ai aussi proposé que les sociétés de promotion immobilière incluent dans leur programme de construction un volet reboisement. Parce que je considère qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des égouts, de régler le problème de l'assainissement, mais il faut aussi un programme de reboisement. Gestion des ressources naturelles sur le continent, les députés du Sénégal comptent s'investir résolument pour plus d'intelligence et d'efficacité dans l'approche et l'utilisation de telles ressources. Le livret de l'éleveur a été lancé hier à Dakar, sur toute l'étendue du territoire, mis en place par le Conseil national des maisons des éleveurs du Sénégal. Ce document est une réponse aux problématiques de l'identification de l'éleveur, du suivi du cheptel, entre autres points qui ont été donc abordés hier. C'est un compte rendu de Lady Menda et Pape Diagne. 5 000 francs CFA, c'est le coût du livret de l'éleveur disponible sur toute l'étendue du territoire. Un livret qui va prendre en charge le suivi sanitaire et la traçabilité du cheptel. Tout le monde a compris maintenant ce que nous faisons. Ils sont bien applaudis ce que nous faisons. Le reste, c'est l'information, sensibilisation pour augmenter l'information, sensibilisation sur le terrain. Ce document constitue également une fiche d'identification de l'éleveur, ce qui va faciliter la réorganisation du secteur de l'élevage. Avant, on a trouvé qu'un éleveur, il achète que des cartes de l'éleveur. Avec ces cartes de l'éleveur, vous ne pouvez pas identifier personne. Vous ne connaissez pas aussi les activités. Parce que vous trouvez que le nom et prénom dans ces cartes. Le gouvernement compte accompagner ses professionnels en élevage dans cette dynamique qui constitue la logique de la loi d'orientation agro-silvopastorale. Les questions de production animale à travers les questions également de reproduction et d'assurance agricole. Donc toutes ces données relatives donc à ces domaines précis seront consignées dans le livret. Et je crois que donc c'est un outil qui va permettre donc de connaître l'éleveur, de pouvoir travailler avec lui, de pouvoir le suivre, de pouvoir planifier et de voir ça à quel résultat nous sommes arrivés. Maintenant, ce que nous disons, aujourd'hui c'est le lancement, il y a un grand travail qui reste. La FAO et le PAFA font partie des partenaires du Conseil national des maisons des éleveurs du Sénégal pour la mise en place. Merci à Ndeye Mendaou et Pape Diagne. La mairie-ville de Rufisque, par la voix de son chargé de communication, apporte des réponses suite à la sortie des pêcheurs de Rufisque. Ces derniers avaient vivement dénoncé la destruction du mur d'un site dont ils revendiquaient la propriété. Moussa Gueye-Diaraf, qui révèle que le site en question a été dévolu à la ville de Rufisque avec l'acte 3 de la décentralisation, et les pêcheurs soulignent qu'ils ne peuvent réclamer aucun droit sur ce site situé à la plage près de la gare maritime de Rufisque. Moussa Gueye-Diaraf ici avec Chamiti Diansek. La mairie a procédé maintenant au démantèlement de ce mur, puisque Maître Mbaye Jacques Diop, à qui appartient ce terrain privé, a manifesté le désir de récupérer, n'est-ce pas, son site en vue, n'est-ce pas, d'ériger des constructions. C'est pourquoi on a cassé ce mur-là pour caser des dames dans une partie, n'est-ce pas, de l'espace. Évidemment, cela n'a pas été bien apprécié par les pêcheurs. À la mairie, nous ne sommes pas dans des logiques va-t-en-guéristes. Nous sommes là, n'est-ce pas, pour travailler, nous sommes là, n'est-ce pas, pour rendre à la ville, comme je le dis souvent, sa fonction de ville. Aujourd'hui, il s'est agi du déroulement de l'acte 3 de la décentralisation. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu, n'est-ce pas, une dévolution du patrimoine. Et c'est également dans ce même cadre que ce site en question est revenu à la municipalité. Donc, les accords, n'est-ce pas, qu'ils avaient signés au préalable, à mon avis, semblent caducs aujourd'hui. À présent, nous parlons sport. Les Lions du basketball ne seront pas reçus comme convenu ce jeudi au palais par le chef de l'État. Selon un communiqué de la présidence, la cérémonie d'hommage aux Lions a été reportée à une date ultérieure. Une décision prise toujours selon le communiqué suite à l'augmentation du nombre de décès de pèlerins à Mouna. Aucune date donc n'a été retenue pour fêter les Lions qui ont remporté la 24e édition de l'Afrobasket féminin à 2015.
Et nous restons toujours avec ces Lions, donc c'est pour faire le bilan de leur campagne. Malgré une mauvaise entame, l'équipe nationale féminine du Sénégal a su se ressaisir au fil des rencontres, arrivée 3e derrière le Nigeria et l'Angola lors des phases de poule. Certains spécialistes ont pointé du doigt l'âge de certaines joueuses et le casting effectué par Moustapha Gueye, le coach. Cependant, au second tour de ce tournoi, cette même formation a montré un autre visage en décrochant le sésame qu'il qualifie d'office aux Jeux Olympiques de Rio 2016 à Chakamara. 2 défaites dès l'entame à des victoires pour décrocher la belle dame en finale. L'équipe nationale féminine de basket a fait un parcours mitigé. Malgré les matchs de couperet perdus, elles n'ont jamais baissé les bras, estime le directeur technique national. L'encadrement technique avait une certaine expérience. Je salue la qualité de l'entraîneur. Donc, bon, je pense que pour cette gestion du temps, c'est la gestion du groupe surtout. Donc, au niveau des filles, vraiment, je vous dis que nous avons un groupe qui a travaillé longtemps avec l'entraîneur, et c'est vrai que oui, mais c'est un groupe que nous connaissons déjà. L'âge des joueuses a suscité beaucoup de polémiques sur la scène médiatique. De son côté, Maguette Diop estime que la valeur d'un joueur ne dépend pas uniquement de son âge. C'est sa motivation de s'entraîner, que la joueuse soit motivée, qu'il s'entraîne, qu'il travaille et qu'elle soit performante. Et pour l'avenir de l'équipe, la relève est là, dit-il. On ne peut pas aller peut-être à 50%, 50-50, mais il faut y aller peut-être en y mettant 30, 40, 30, 20%. Donc, et au fil de compétition, l'équipe va se renouveler. Le moment dans la tanière est plus à la joie qu'aux introspections. Vivre le présent, se donner du plaisir aux Jeux Olympiques avant de penser véritablement à cette relève. C'est la mesure de maintenir les Lions sur le toit du basket africain. Aïcha Kamara, après les Lions, nous parlons du coach Moustapha Gueye avec son envie de vaincre qui a poussé les joueuses à soulever pour la seconde fois le trophée continental. Une histoire racontée ici par Sorna Falkan. Entre Moustapha Gueye et les Lions de la Teranga, c'est une vieille histoire. Il avait comme mission de défendre les couleurs nationales et pour cela, il se veut rigoureux et sérieux au travail pour être sur le toit de l'Afrique. Ça y est, il a réussi encore une fois. Moustapha Gueye, le sélectionneur national chez les dames, a reconquis le titre continental, le 11e d'ailleurs pour le Sénégal. Tafa, l'ancien entraîneur de l'AS Douanes, a marqué les esprits lors de ce tournoi par ses cris quand il le faut. Sur 3 finales d'Afrobasket, Moustapha Gueye a remporté les 2 en 2009 et en 2005, contre une seule perdue en 2011. En sus de ses performances, il est médaillé d'argent des Jeux de la francophonie en 2009 et la médaille d'or des Jeux africains de 2011. En plus, il permet au Sénégal de reconquérir à chaque fois le titre. Reine d'Afrique en 2000, les Lions ont perdu les éditions de 2005 et 2007, avant de retrouver le toit de l'Afrique en 2009, sous les ordres de Moustapha Gueye. Des déboires aussi, il en a connu. C'est le cas notamment de sa suspension par l'ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball, Baba Tandian. Son successeur, Pape Moussa Touré, n'a enregistré qu'une 3e place en 2013. Son retour sur le banc a encore payé. Un succès au soir du 3 octobre à Yaoundé en brisant le rêve du pays hôte, le Cameroun. Merci à Sorna Falkan. À présent, le survol de l'actualité internationale avant de clore ce journal. Congo-Brazzaville, le référendum sur le changement de la Constitution aura lieu le 25 octobre prochain. Une décision annoncée lundi au terme d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Le texte de la nouvelle constitution qui sera donc proposé au vote des Congolais n'était pas encore disponible dans son intégralité hier, mais le projet reprend la plupart des propositions du dialogue du CBT de juillet. Le compte-rendu du Conseil des ministres est revenu sur les principaux changements envisagés. Le texte est en tout cas d'ores et déjà fortement contesté par l'opposition qui voit une forme de coup d'État constitutionnel. Toujours sur l'international, le général Gilbert Diendéré a été inculpé pour attentat à la sûreté de l'État, entendu par un juge d'instruction ce mardi dans le cadre de l'enquête sur le putsch de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Les 2 généraux, Gilbert Diendéré et Gilbert Bassouli, ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, sont poursuivis pour 11 chefs d'accusation.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. Enfin, on continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mambay Dia, Ahmed Aidara vous retrouve pour le journal, pour la revue des titres en Wolof. 7h45, c'est le journal et tout de suite restez en compagnie de Senkotu qui s'installe dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous retrouve à 13h pour le flash d'information. Bon réveil matinal à tous et bonne journée.